Salam alaikum, Zulfilaoun, bonsoir. La campagne électorale se déroule dans une espèce de nonchalance qui n'intéresse plus grand monde. En effet, tout est fait pour éloigner le peuple de ce rendez-vous qui, dans les pays démocratiques, cristallise les choix d'une nation pour les années à venir, où les choix économiques, le projet politique, la redistribution équitable des richesses, le rôle de l'État en tant que régulateur et organisateur des forces du marché, l'État protecteur des plus démunis. Hélas, toutes ces préoccupations d'ordre politique, économique et social semblent les parents pauvres de cette campagne où le président candidat et ses campagnateurs sont à la fois dans le déni absolu de la réalité algérienne et l'illusion de fabriquer ensemble Al-Jazair Al-Jadida, concept aussi fumeux que dérisoire. Une campagne électorale où les deux supposés adversaires du candidat président ne critiquent même pas son bilan catastrophique, sa gestion chaotique, tant sur le plan économique que sur le plan social. Pas un mot sur les détenus d'opinion. Pas la moindre critique sur l'ordonnance scélérate, plus connue sous l'appellation de l'article 87 bis. Jamais dans l'histoire de l'Algérie indépendante, les violations des droits de l'homme n'ont été aussi violentes, récurrentes, qui a valu à notre pays des interpellations du Parlement européen et du Haut Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Aucun projet économique ni modèle de développement. Une société tétanisée, incapable de résister à ce qui s'apparente à de la terreur. Voilà l'environnement dans lequel se déroule cette campagne électorale où le résultat est connu d'avance et qui n'intéresse en aucune façon les Algériens qui ont leur pays chevillé au corps. L'Algérie est entrée dans une perturbation de sa sécurité sur laquelle s'adosse son unité nationale, comme un avion malmené par des perturbations atmosphériques. L'Algérie a réveillé les démons qui n'attendaient que l'occasion pour pousser aux extrêmes. Même les moyens de s'en sortir ne lui appartiennent plus. La menace de la partition du pays trace ses contours. La diplomatie algérienne a failli encore une fois à sa mission stratégique, éloigner toute belligérance en tissant de nouvelles alliances et en renforçant nos anciennes. Le pouvoir, représenté essentiellement par l'armée, a eu l'occasion du Hirak pour se donner un visage neuf et conséquent aux nouveaux enjeux dans l'unité nationale. La guerre à nos frontières sud ne peut en aucun cas nous être favorable. Au contraire, nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions juste après cette petite intro. Algérie, une élection présidentielle à contre-pied des aspirations du Hirak. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et j'ai le grand plaisir d'avoir dans cette émission, comme tous les soirs, mon ami Jamaldine Benchenouf, journaliste, observateur politique, qui nous accompagne donc dans cette couverture spéciale des élections présidentielles. Jamaldine Benchenouf, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci Nasser, merci beaucoup, merci. Marhaba bik. J'ai le grand plaisir aussi d'accueillir Dr Mohamed Belhadj, qui est médecin universitaire et enseignant algérien. Il est avec nous depuis Montréal, le Canada. Je suis très ravi parce que c'est la première fois qu'il participe à nos émissions. Dr Mohamed Belhadj, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci énormément. Le plaisir est à moi. Merci beaucoup. Barakallahu fik, marhaba bik. Vous l'avez aperçu aussi, Maître Issa Rahmoun, avocat vice-président de la FID, la Fédération internationale des droits humains. Il est avec nous depuis la France, donc depuis Paris, via Skype aussi. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Sénassar, bonsoir aux invités et aux téléspectateurs.
Merci beaucoup, Maître Issa Al-Hamoun. Professeur Nordine Aoussat, universitaire et analyste politique, il est ici depuis Paris via Skype. C'est Nordine, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Sénassal pour votre invitation. Salam alaikum à toi particulièrement, Yahoud et aux deux invités. Et je dis aussi en mon nom, marhaba, docteur Belhadj aussi, c'est un nouveau visage, j'aperçois pour la première fois. Marhaba bi. Marhaba bi, absolument, absolument. Merci cher frère, merci. Allez, comme ça, on est très content de vous avoir donc ce soir. Tous nos invités. On va essayer bien sûr d'éclairer la situation de la chaîne Al-Magharibiya. Un communiqué de la chaîne, je vais vous le lire et après si vous voulez donc commenter, juste donc pour éclairer nos concitoyens. Ceux qui nous suivent, ceux qui savent que cette chaîne, c'est la chaîne du peuple. Donc le communiqué de la chaîne Al-Magharibiya. L'attention de l'opinion publique après que le provider de la chaîne Al-Magharibiya ait mis en exécution sa décision de ne plus assurer la diffusion de nos programmes le 31 août 2024 sur Nilesat. Al-Magharibiya informe ses téléspectateurs et l'opinion publique qu'après cette décision arbitraire et en violation du droit, l'administration de la chaîne a entrepris des prospection en vue d'obtenir de notre fréquence auprès d'un autre fournisseur auprès de la société Nilesat. Les négociations ont abouti à la signature d'un contrat en bonne et due forme entre les deux parties. Une fréquence a été attribuée à Al-Magharibiya dont les programmes devaient être diffusés à partir du 1er septembre 2024. Ça veut dire hier. Au moment où la chaîne se préparait à relancer ses programmes, le nouvel hébergeur a contacté l'administration d'Al-Magharibiya pour l'informer qu'elle ne pourra pas émettre sans autre forme de procès. C'est donc avec une grande amertume, contrainte et forcée qu'Al-Magharibiya dénonce aujourd'hui cette décision abusive. La chaîne et l'ensemble de ses journalistes condamnent ces pratiques arbitraires qui sont en violation des droits de l'homme et du citoyen et qui dégradent jusqu'aux principes les plus élémentaires de l'état de droit. La chaîne et l'ensemble de ses journalistes ne comprennent pas que de telles mesures puissent se déployer contre une chaîne qui exerce dans le cadre de la loi et qui s'est toujours pliée à toutes les règles éthiques et déontologiques particulièrement sévères telles que prescrites dans le Royaume-Uni, où se trouve sa direction et ses studios. Fin donc de communiquer. Je vais commencer avec vous, Dr Mohamed Belhadj. Vous avez peut-être écouté donc ce dernier communiqué de la chaîne par rapport à cette situation. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Mohamed Belhadj? Merci beaucoup. D'abord et avant tout, je vous remercie énormément de cette invitation, de cet honneur que vous donnez d'ailleurs à la Voix sans voix, puisque je fais partie de ceux qui n'ont pas eu la chance, évidemment, d'accéder pour s'adresser justement et pour échanger avec des compatriotes concernant évidemment notre chère patrie. Bien évidemment, je suis un peu surpris et en même temps choqué, comme tout Algérien digne de ce nom, de cette décision qui est d'ailleurs et avant tout, je dirais, inadmissible, qui n'honore pas évidemment l'honneur, je dirais beaucoup plus le grand honneur qui caractérise et qui a caractérisé nos glorieux martyrs. Les grands martyrs, évidemment, n'ont pas tout simplement souhaité cette Algérie que nous voyons malheureusement depuis 1962, et c'est encore plus pire depuis 5 années. Donc évidemment, je suis, peut-être j'ai pas eu la chance d'avoir évidemment cette occasion que vous me donnez aujourd'hui, d'intervenir sur cette chaîne qui est la chaîne effectivement du peuple, la chaîne des sans-voix que moi j'appelle, et donc Al-Magharibiya, et qu'aujourd'hui ma première intervention sur cette honorable chaîne, finalement c'est une chaîne qui a été évidemment censurée au niveau, je dirais, de l'Algérie, au niveau de l'espace algérien. Mais toujours est-il que, heureusement qu'il y a les médias sociaux et qu'aujourd'hui, quelles que soient ces manœuvres qui relèvent d'un temps, je dirais, tout à fait révolu, évidemment, donc quelles que soient les circonstances, je crois que l'Algérien, il est intelligent et effectivement, il y a les médias sociaux qui nous permettent et qui nous ont permis aujourd'hui justement de se rencontrer. Et donc, encore une fois, à mon nom personnel, au nom de ma famille, au nom de mes amis qui m'ont permis, qui m'ont encouragé évidemment de venir donner ma voix
des sans-voix, effectivement, ceux surtout qui sont en Algérie, qui ont peur de parler justement. Je vous remercie énormément de tout mon cœur, en ma personne, ma solidarité la plus entière, sans aucune, je dirais, hésitation, à votre staff, je dirais, à toute l'équipe d'Al-Maralibia, qui est en train de faire un travail, je dirais, historique, parce que c'est l'histoire qui va parler évidemment des principes des uns et des autres, et vous êtes quand même un exemple, je le dis et je le répète évidemment, vous m'avez donné l'occasion aujourd'hui à m'exprimer, à échanger avec vous, avec mes frères, parce qu'avant tout nous sommes tous des compatriotes. Nous sommes tous des Algériens et Algériennes, et je l'ai dit modestement à travers ma page Facebook, à chaque fois où j'ai l'occasion à intervenir. Vous m'avez posé la question, évidemment, j'essaie d'entrer en parenthèse, je m'excuse un tout petit peu, peut-être par le temps que je vais prendre. Vous m'avez posé la question, comment vous allez me présenter? Est-ce que c'est un médecin, c'est un universitaire, est-ce qu'un politicien? Et j'ai dit non, je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un politicien dans le sens que je n'ai pas une carrière politique. C'est ça ce que je voulais dire. Absolument. Ça veut dire que moi, je n'ai pas une carrière politique et je n'aspire pas à un poste politique. C'est ça. Mais en fin de compte, la politique, elle vient nous chercher dans ce pays. Ça veut dire que moi, en tant qu'universitaire et en tant que professionnel de la santé, je me suis toujours absorbé par mon travail. Mais en tant qu'Algérien, j'observais comme tous les autres citoyens, sans exception à travers le monde, j'observais ce qui se passait dans mon pays parce que, quelles que soient les circonstances, nous ne pouvons évidemment être indifférents à ce qui se passe dans notre pays, au pays qui nous a permis d'être là où nous sommes, évidemment. Et je ne peux évidemment être indifférent au sacrifice de nos glorieux martyrs et par conséquent, le silence est une complicité. Et donc, c'est une contribution aussi modeste soit-elle pour dire évidemment à ce système, à ces gens qui croient que l'Algérie leur appartient, que c'est une propriété privée. L'Algérie, ce n'est pas une propriété privée et nous ne sommes pas des locataires dans ce pays, nous sommes des citoyens à part entière et nous voulons évidemment que cette Algérie reviendrait comme l'ont souhaité nos martyrs depuis 1954 au peuple algérien. Malheureusement, depuis 1962, pour ne pas trop tarder, évidemment, cette Algérie n'appartient pas au peuple et depuis encore 5 ans, c'est encore pire et le constat, vous connaissez. Encore une fois, je donne ma solidarité à Al-Maralibia et encore une fois, merci énormément de m'avoir donné l'occasion pour m'exprimer, pour être parmi mes frères, pour partager évidemment nos idées, parce que nous sommes préoccupés par l'avenir de notre pays, par l'avenir de notre nation, car il s'agit évidemment de notre avenir, de l'avenir du pays, parce que quelles que soient les circonstances, ce n'est pas la réussite de Mohamed Belhadj ou de Monsieur Nasser ou de Monsieur Jamal Ben Chelnouf que je salue évidemment, que je suivais ces émissions, même si on ne se connaît pas, mais on se connaît parce que nous avons l'Algérie dans le cœur et nous l'avons dans le sang et nous ne sommes pas parmi ceux qui croient que, évidemment, faire de l'hypocrisie, vous allez bâtir une nation. La nation, elle ne sera jamais bâtie par l'hypocrisie ni par le mensonge, mais elle sera bâtie par le travail, par la solidarité et par l'ouverture de tout, bien sûr, de l'Algérie à tous ses enfants, sans exception, quelle que soit leur idéologie, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur tendance. Et la Maralibia, effectivement, votre chaîne, elle est dans cette dynamisme. Et moi, je l'encourage et je vous remercie énormément encore une fois. Et je dénonce, je dirais fermement, ce système que nous avons appelé en Algérie un système pour que les étrangers comprennent c'est quoi notre système. Le système, c'est-à-dire, c'est un clan. C'est un clan qui est composé d'individus qui sont tout simplement liés à une mafia internationale, de ramification internationale, qui trouve ses intérêts, bien sûr, mercantiles en Algérie depuis 1962, et depuis encore quelques années, encore plus, pour étouffer le peuple, pour que le peuple ne puisse pas de tout simplement réclamer les richesses de son pays. Et il ne faut pas qu'on doit avoir que la maison, mais on doit avoir la maison en tant que propriétaire, mais pas en tant que locataire. Et pour l'instant, moi, je le dis, j'ai quitté l'Algérie pendant 32 ans pour des conditions que vous connaissez, le constat que vous connaissez. Et aujourd'hui, ça me fait mal au cœur, comme moi, en tant qu'universitaire, en tant que chercheur. Et je vois, évidemment, des jeunes Algériens à l'âge de 22 ans, 23 ans, qui n'aspirent qu'à l'immigration et que les gens n'arrivent pas à manger, que il n'y a pas de l'eau dans le robinet. C'est cela la réalité, c'est cela le constat que nous vivons. Ce n'est pas une question qui va devenir président de la République, mais c'est une question, est-ce qu'on est capable évidemment de relever évidemment le défi avec les enjeux géostratégiques qui se jouent au niveau de la région, au niveau mondial. Voilà la réalité. L'Algérie a ses compétences, l'Algérie a ses enfants, l'Algérie évidemment elle est riche. Et excusez-moi par cette, effectivement, je suis un peu ému parce que effectivement, vous m'avez libéré.
et c'est Al-Magharibia qui m'a libéré. J'allais m'étouffer parce que la parole, j'allais m'exploser. Et vous m'avez libéré. Je vous remercie d'avoir libéré, comme moi je le dis, les sans-voix. Parce que les Algériens, ils sont capables de relever le défi. Merci. Mes frères et sœurs, excusez-moi d'avoir pris un peu de temps. Docteur, vous avez remarqué qu'effectivement, vous avez libéré quelqu'un qui voulait s'exprimer pour son pays parce que nous avons cette Algérie dans le cœur et je vous remercie énormément. C'est moi qui vous remercie, docteur. En tous les cas, vous êtes avec nous dans cette émission, toute l'émission. Je suis très, très ravi de vous avoir dans cette émission et ces paroles très fortes aussi de soutien par rapport à notre chaîne. Et on va revenir sur la situation du pays. Maître Issa Rahmoun, peut-être Jamaldine voudra dire aussi un mot par rapport à ce que vous avez dit. Maître Issa Rahmoun, je vous donne la parole. J'ai donc lu le dernier communiqué de la chaîne. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais aussi, franchement, je suis très content de vous avoir, docteur Belhadj. Et très content d'écouter que nous avons un peu, si on peut dire, contribué à votre liberté de parole, si on peut dire ainsi, mais très content de vous avoir. Maître Issa Rahmoun. Merci, Sénateur. Encore une fois, bonsoir les amis, chers compatriotes et aux téléspectateurs. Pour ma part aussi, j'exprime ma profonde solidarité indéfectible pour le Magharibia. Cette chaîne, avec les mots que je viens d'entendre de notre ami Dr Belhadj, je dirais que le Magharibia est un exorciste. Le Magharibia vient de dégager en Dr Belhadj tous les démons qui sont en lui, ces démons positifs, bien sûr, pour la construction d'un État de droit, d'un État démocratique, de toute cette peine, de toute cette envie de construire un joli pays comme l'Algérie. Voilà, un des effets positifs, et c'est pas que de le Magharibia, c'est que le Magharibia a su à un certain moment être effectivement la voix des sans-voix, la voix des opprimés, la voix qui n'ont pas le droit de citer dans leur pays, la voix qui sont considérées comme des va-nu-pieds, la voix des Khalaras, la voix des minorités, la voix de la société civile, des syndicalistes, de l'opposition, mais aussi la voix de ceux qui soutiennent le régime, la voix qui autorise les voix, en fin de compte. Et on ne peut qu'être solidaire. Ça fait très longtemps que j'ai pas participé aux émissions de Magharibia pour des raisons personnelles. Et des fois, on se dit, on n'a plus rien à dire, sincèrement, Sénateur. Si Jamal, probablement, il va me comprendre, et Sénateur aussi, et mes amis. À un certain moment, on arrive à un certain point où on se dit Ntimsous, on est devenu fade. À trop vouloir participer dans le débat, ça devient, c'est un sentiment très profond. On se dit des fois on ne sert à rien. Des fois, même si on veut contribuer, mais on n'est pas écouté. Pas écouté par le régime, mais par la société. Pas écouté par les autorités, mais aussi par nos concitoyens. Mais, fin de compte, il faut avoir cette énergie, cette endurance à essayer de dire les choses simplement, clairement. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est pas organisé. Pourquoi c'est pas organisé? On n'a pas d'outils. Pourquoi on n'a pas d'outils? On n'a pas de mécanisme. Pourquoi on n'a pas de mécanisme? C'est toutes ces questions que le Magharibia avait initiées au débat. Des débats pédagogiques, des débats des fois populistes, des débats constructifs et des fois destructifs. C'est le propre des médias qui se contredit, qui essaie de se construire. C'est comme un combat de boxe. Le Magharibia a donné des coups, à la reçu des coups. Et l'un des coups que le Magharibia a subi, je me rappelle de ces deux coups,
c'est à la veille de l'élection présidentielle du 12-12 et à la veille de l'élection présidentielle du 7 septembre. Alors, pour un juriste têtu, je dirais que le Maghrébia a là ses outils juridiques dans un pays qui est c'est un pays européen, c'est l'Angleterre. Elle a ses outils juridiques pour se défendre, elle a ses raisons d'être, elle a ses contrats, doit négocier ses contrats, doit se battre pour ses contrats, mais la question, elle se pose à un certain niveau. Comme disait, j'aime pas trop répéter cette citation, mais pour un militant des droits de l'homme, mais c'est une citation qui est très importante, prononcée par Goebbels, qui disait, si on ne connaît pas le commanditaire, vous allez voir le bénéficiaire. Et le bénéficiaire du blocage, de la censure de Maghrébia, je ne pense pas que ce soit le roi Charles, ni Macron, ni les pays occidentaux. C'est le berceau de Maghrébia, c'est la société algérienne. Très bien, restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. Mais peut-être aussi que la question, Maître Issa Rahmoun, c'est que beaucoup vous diront que peut-être le régime algérien, qui est dans l'impasse, qui est en crise, et que ce combat qui a commencé, si on peut dire, en 2019, par ce soulèvement populaire, est un combat qui continue dans le temps. Et que le régime, s'il a mis cette pression pour supprimer le Maghrébien sur le satellite, c'est qu'il panique, il y a panique à bord. Professeur Nordine Aoussat, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez entendu notre ami Dr Mohamed Belhadj, mais aussi Maître Issa Rahmoun. Nordine Aoussat? Tout à fait, je les ai bien écoutés, je les salue, resalue tous les deux. Je dirais que depuis, je ne suis pas très jeune à Sénassal, je ne suis pas non plus très vieux. Vous êtes toujours jeune pour nous. J'ai bien dit, je ne suis pas très jeune, je suis tout jeune, alhamdoulilah, merci beaucoup. Je me souviens en 1976. 1976, j'avais 15 ans et demi, quand il y avait le débat et les discussions, les premières sur la prochaine élection qui allait avoir lieu dans quelques mois. C'était sur la charte nationale. Je me souviens très bien qu'à cette époque-là, dans nos quartiers, à Alger, il y avait des débats entre les différentes tendances de la société. Ceux qu'on appelait à l'époque GFLN, c'était en fait, on l'a appris et su par la suite, beaucoup de paxistes qui étaient avec ce qu'on appelait à l'époque les frères musulmans, les barbus des mosquées. Il y avait des débats sur des problèmes de société, des questions de société. Et l'État, à l'époque, pourtant autoritaire, très autoritaire, laissait la société s'exprimer par des débats contradictoires. Et c'était le cas, je peux dire, à toute échéance électorale. Le pouvoir, pourtant autoritaire par ailleurs, avant et après l'échéance électorale, il laisse toujours la société s'exprimer le laps de temps que dure une campagne électorale. C'était le cas en 99, c'était le cas en 79, c'était le cas en 86 pour l'enrichissement de la charte nationale, plutôt le changement, sauf cette fois-ci. Sauf, je dis bien cette fois-ci, ces élections du 7 septembre 2024. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que beaucoup de ce qu'on appréhendait au sein du pouvoir, que son autoritarisme ne soit poussé au loin, n'advienne, et c'est le cas. Mais aussi, vous venez d'en parler, parce que le pouvoir est plus fébrile que jamais, parce que le pouvoir est plus faible que jamais, parce que le pouvoir doute de sa légitimité, de sa force plus que jamais. Jamais il n'a été aussi faible, et c'est pour cette raison que sa réaction est aussi sévère et aussi, je dirais, répressive pour toute expression de quelque parti qu'elle vienne. Quand on en vient à rentrer chez quelqu'un et arracher et confisquer même les téléphones des petits-fils,
C'est le cas de Ali Belhadj. On lui a confisqué son ordinateur, ces quelques téléphones portables dont il disposait, je ne sais pas, 2 ou 3, et même ceux de ses petits-enfants, Al-Ahfad. Là, ça montre bien que ce pouvoir est vraiment, vraiment plus faible que jamais. Mais malheureusement, nous sommes encore plus faibles, nous, la société, parce que nous sommes très, très divisés et nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Je dirais quand même un mot, puisque la question, excuse-moi Nassar, porte sur le Maralibia. Je t'en prie, c'est Nordi. Le Maralibia, son point, à mon avis, à mon humble avis, son point le plus fort, c'est qu'elle a pris, comme je m'inspire un peu de ton titre, c'est Nassar, le contre-pied du pouvoir. Le pouvoir joue sur la polarisation de la société, sur la polarisation des tendances politiques ou idéologiques au sens propre et positif du mot de l'Algérie. Hein? Il alimente les dissensions, les insultes, les invectives, etc., voire même carrément les pousser à des affrontements armés. Et c'est arrivé malheureusement. El Maralibia, elle a pris le contre-pied de tout cela. Elle prend acte de la polarisation de la société algérienne, mais elle a su apaiser, je dis bien, elle a su apaiser cette polarisation au point de ramener des personnes, et j'ai donné cet exemple récemment, je terminerai par ça, dans ma page Facebook, Kamal Gummazi qui habite Bab el Oued, et aussi Fethi Gharras qui, dont le siège de l'association est à Bab el Oued, et il est à Bab el Oued. Je présume qu'ils ne se sont jamais rencontrés pour discuter, si ce n'est sur la télévision Al Maralibia, et c'est un honneur. Et je peux multiplier les exemples, des dizaines et des dizaines d'exemples de ce genre. Merci. Bravo, barakallahu fikoum, Al Maralibia. Merci Sénordine, restez avec nous. On va revenir à notre ami Jamaldine Benchenouf qui est avec nous sur le plateau. Mais avant de lui donner la parole, on va revenir juste sur un poste de Abbas Hamadan, nos amis de la régie. Donc vous êtes en train de le voir. Il y a quelques jours, la direction d'Al Maralibia Télévision donc affirmait que leur fournisseur d'accès avait avoué par écrit que la décision du blocage avait été prise suite à des pressions exercée par le pouvoir algérien. Ainsi, le pouvoir algérien poursuit sa politique répressive contre la liberté de la presse en cherchant à faire taire toute voix dissonante. Bien avant cette interdiction, il ne restait déjà du paysage médiatique algérien qu'un marécage boueux dans lequel pataugent des agents de propagande aux ordres soumis, obséquieux et médiocres. Donc ça, c'est le poste de Abbas Hamadan. On va revenir aussi sur un poste de Mohsen Belhabbas, l'ancien président du RCD, l'indépendant captif, une stratégie électorale au service du statu quo, le soutien récurrent des partis politiques à un candidat soi-disant indépendant sur une période de plus de 30 ans traduit une stratégie subtilement orchestrée pour maintenir le statu quo et perpétuer la continuité du système politique en place, sans introduire de réformes substantielles. Derrière cette apparente indépendance se dissimule en réalité un pacte implicite contre l'élite dirigeante et les forces politiques dominantes. Le candidat est soigneusement sélectionné pour garantir qu'il sert les intérêts du régime tout en consolidant sa mainmise sur le pouvoir. Jamaldine Benchenouf, je vous donne la parole, pardon. Au contraire, moi ça me fait plaisir d'écouter nos amis que j'apprécie énormément, que je connais très très bien, particulièrement si Awsat ou Maître Issa Rahmoun. J'ai le plaisir aujourd'hui de découvrir sur vos ondes le docteur Belhadj, que je suis heureux de connaître, que j'ai déjà rencontré, croisé sur les réseaux sociaux. Il m'a fait plaisir dans son intervention tout à l'heure, parce que il m'a conforté dans l'idée que nous autres qui nous opposons depuis des décennies à ce régime, qui le dénonçons, qui avons encouru sa colère, dont il a dispersé nos familles aux 4 vents,
qui nous retrouvons dans l'exil. Moi, par exemple, ça fait plus de 22 ans, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer toute ma famille, ça veut dire ma femme et mes enfants, tous mes enfants et mes petits-enfants, ensemble dans une seule maison. Lorsque nous nous rencontrons, c'est avec les uns ou les autres, tellement ils sont un peu partout disséminés. Pour vous dire, mais ce qui m'a fait plaisir à travers l'intervention de nos amis, c'est que nous n'avons pas de haine, malgré tout. Nous ne crachons pas de fiel, de haine, d'exécration. Et même lorsque nous sommes très en colère, c'est parce que notre terre natale, notre mère patrie, a subi les affres d'un régime monstrueux, qui n'a pas seulement pillé notre pays, bouleversé tous les équilibres, provoqué des exodes ruraux qui ont déformé nos villes. Et je tiens à éclaircir un point, quand je parle d'exode rural, je ne jette pas la pierre à nos frères de la campagne qui sont venus en ville. Nous sommes tous venus de la campagne. Vous êtes le bled, la 10e génération, quand vous remontez au plus loin, j'ai de la campagne. Tout le monde est venu de la campagne. Mais à la différence, quand il y a un véritable État, c'est que les ruraux, chez eux, ils ont des vertus extraordinaires, mais qui ne sont pas les vertus de la ville. Par exemple, un homme de la campagne, quand il crache par terre, trap, ça ne fait de mal à personne. Au contraire, peut-être même ça fait du bien. Par contre, quand il crache sur le trottoir ou le carrelage, et donc avant, quand les gens entraient en ville, ils venaient petit à petit et ils s'assimilaient aux valeurs de la ville, à la citadinité, à l'urbanité. Et donc, après 1 ou 2 générations, vous ne sentez pas le... Or, les exodes ruraux qui ont été provoqués, sciemment provoqués, par le régime, ont réurbanisé les villes, pour reprendre ce mot de Mustafa al-Sharaf, Rabbi Rahmou. Et donc, ce régime qui nous a tout fait, qui nous a disséminés aux 4 coins, qui a extirpé de nos cœurs nos plus vieilles valeurs, celles que nous tenons des ancêtres de nos ancêtres, qui ont résisté à toutes les occupations, à tous les envahisseurs. La sobriété, la pudeur. Quand je dis pudeur, je ne dis pas pudibandrie. Je parle de la pudeur profonde de nos pères, de nos mères, qui même lorsqu'ils mangeaient, ils ne mangeaient pas en public, pour ne pas heurter ceux qui n'ont pas les moyens de se nourrir convenablement. Et donc, docteur Belhaj, à travers ce bouchon qui a sauté, comme cela arrive à tous nos camarades qui ont enfin la possibilité de s'exprimer, de parler à leurs frères et à leurs sœurs, ça m'a fait beaucoup de bien et je présume que ça fait du bien à tout le monde. Et donc, je m'arrêterai là et nous pourrons encore en discuter, mais je tiens à dire à nos 3 amis que je suis très très content d'être avec eux aujourd'hui. Très bien, on est très content, Sid Jamel. Je vais revenir à vous, docteur Mohamed Belhadj. Bien sûr, vous avez aussi entamé dans votre intervention cette situation que traverse notre pays depuis donc surtout 2019, la continuité des mêmes politiques et même pire, cette répression qui s'abat sur toutes les voix discordantes, mais aussi les militants politiques, les militants des droits de l'homme. Pour vous, qu'est-ce que cela dénote, cette répression, Dr Mohamed Belhadj? Merci. Donc, en résumé, d'abord, je vous remercie beaucoup d'avoir supporté un peu mon enthousiasme. Et puis, vous avez compris, en fait, effectivement, donc mon explosion. Mais en fait, vous savez, vous connaissez très bien, je crois, le pays depuis 1962. Donc, c'est pas la peine qu'on va revenir à l'histoire. Donc, comment l'indépendance a été évidemment confisquée. Et donc, depuis 62, donc, on n'a jamais eu des régimes évidemment qui sont pro-populaires ou pro-peuple.
Mais depuis encore 2019, donc le clan, moi je dirais, l'Algérie a été toujours malheureusement l'objet de disputes entre clans, mafia internationale. Mais depuis encore 2019, évidemment, c'est le clan le plus pire. C'est le clan le plus pire et on ne peut pas évidemment continuer avec la répression, avec cette soi-disant, parce que je ne peux pas prononcer le mot démocratie parce que ça serait une insulte à notre intelligence. Donc la démocratie, dans le sens propre du terme, n'a jamais existé à ce jour dans notre pays d'origine, malheureusement, en Algérie. Donc par conséquent, on est en train de, comme si dans un tunnel, évidemment, sans lumière, et puis on ne sait pas quand réellement on voit cette lumière. Donc moi, c'est comme ça que je vois évidemment mon pays à l'heure actuelle encore pire depuis 2019, puisqu'il n'y a rien qui n'a été construit concrètement, sauf des discours, des déclarations un peu que vous connaissez très bien, que vous maîtrisez très bien, donc qui frôlent des pas la schizophrénie, pour ne pas dire d'autres mots, un peu par respect à nos téléspectateurs. Mais en fait, on a l'impression, comme je dis, que c'est un pays qui est devenu une propriété privée. Qui est devenu une propriété privée et que nous, citoyens, on est devenus comme si des locataires. C'est comme si on n'a pas le droit, évidemment, de dire que on n'est pas d'accord sur telle fonction, sur telle chose. Alors sachons, et nous sommes tous des Algériens, et vous voyez tous le constat dans tous les secteurs sans exception. Si vous permettez, c'est pas par égoïsme, mais moi j'essaie de parler un peu du domaine de la santé en Algérie, donc je reçois évidemment beaucoup d'appels, énormément comme vous tous évidemment, de la part de nos concitoyens qui sont dans des conditions extrêmement difficiles. Donc ça serait un mensonge et un mensonge historique de dire que notre système de santé, comme des déclarations que vous avez entendues de la bouche de ceux qui croient que l'Algérie leur appartient, effectivement, que nous avons le meilleur système de santé ou qu'il est classé 2e ou 3e. Évidemment, pas du tout, c'est pas vrai. Donc, c'est de la bouche de quelqu'un qui travaille, qui a été toujours dans le domaine de la santé. Donc, ça serait un mensonge historique d'aller croire ces gens-là. Et donc, on ne peut pas, évidemment, continuer avec le mensonge. On ne peut pas continuer avec, évidemment, des déclarations qui ne sont pas justes ou un mensonge tout court. Parce que il s'agit de l'avenir d'une nation. Il s'agit de l'avenir de tout un peuple. Donc, il faut qu'il y ait, évidemment, des gens comme nous, on est en train de le faire, de prendre notre responsabilité, quel que soit le prix que nous allons évidemment payer, évidemment, parce que si, je m'excuse, si le pays coule, nous allons tous couler. Nous allons tous couler parce que cette Algérie nous appartient à tous. Nous sommes 45 millions d'Algériens, évidemment. Chacun son idéologie, chacun. Et c'est ça la richesse du pays. Et c'est ça ce système, ou plutôt, appelez-les comme vous voulez, n'arrive pas à comprendre depuis 1962 que l'Algérie, elle a une histoire riche et enrichissante et elle a 45 millions d'êtres humains et 45 millions d'êtres humains, c'est des citoyens, chacun évidemment. Il est branché sur une idéologie, il est branché sur sa façon de travailler. Vous savez, je vis au Canada. Pourquoi je vis au Canada? Je vis au Canada parce que le Canada a un système évidemment du respect de la citoyenneté. Nous sommes tous issus de quelque part, nous sommes tous venus de quelque part, mais nous sommes tous des Canadiens devant la loi et nous avons tous la nationalité canadienne. Donc il y a la notion de la citoyenneté. Est-ce que la notion de la citoyenneté existe en Algérie? Non, pas du tout, jamais. Et donc c'est cela qu'il faut développer. Alors moi je trouve, pourquoi vous voulez éliminer, je ne vais pas citer les noms, telle ou telle personne parce que tout simplement il parle, ou parce que tout simplement il n'est pas d'accord avec votre conduite. Pourquoi vous l'éliminez? Pourquoi vous le faites rentrer en prison? Pourquoi vous le menacez? Pourquoi? Est-ce qu'on va continuer comme ça jusqu'à quand on va continuer comme ça? Il faut qu'il y ait des gens qui parlent, parce que c'est notre avenir. Ça va nous emmener nulle part. Quelle que soit la personne qui va s'asseoir sur la chaise, évidemment, présidentielle, quel que soit le gouvernement qui va venir, il ne va jamais rien faire. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est que les mécanismes, les racines, ils sont pourris. Vous savez, moi j'ai écrit quelque part, c'est-à-dire quelques modestes réflexions. C'est pour cette raison que je dis, je ne suis pas de carrière politicien, mais j'ai dit, on ne peut pas faire du changement pour que rien ne change. Et malheureusement, c'est la chose à laquelle nous assistons. C'est-à-dire, on fait semblant que tout a changé, mais rien n'a changé. Si ce n'est pas le pire, et nous sommes dans le pire, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs. Et donc, il faut que nous prenions notre destin en main et que nous disions à ces gens-là que l'Algérie vous appartient pas, ce n'est pas une propriété privée et que nous avons le droit, évidemment, de contribuer, même si par des critiques, mais c'est des critiques constructives, pour notre pays. Nous sommes au service d'aucune puissance occidentale, nous sommes au service ni de Marseille, ni du Mossad, ni d'aucun service étranger. Nous aimons justement, comme il a dit mon frère Jamal Ben Chennouf, nous aimons ce pays parce que
si ce pays ne marche pas dans nos gènes, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Mais parce que nous aimons ce pays, parce que nous ne souhaitons pas que ce pays soit la Libye, nous ne souhaitons pas que ce pays soit la Syrie, nous ne souhaitons pas que la Libye, que le pays soit comme en Afghanistan, où regardez le peuple afghan qui sont en train de souffrir jusqu'à ce jour pendant que les autres bouffent ses richesses. Nous ne voulons pas qu'il y ait cela dans notre pays. Nous voulons que l'Algérie soit intacte. Nous voulons que la souveraineté nationale soit une réelle notion, mais pas une notion uniquement dans des déclarations. Et donc, par conséquent, il s'agit d'hommes et de femmes. Il s'agit d'hommes et de femmes compétents et compétentes. C'est cela la réalité. Peut-être que ces gens-là, ils ne le font pas exprès parce qu'ils sont limités dans leurs compétences. Mais il y a évidemment des gens, il va falloir la solution. Vous allez me dire, je m'excuse, vous allez me dire la solution. La solution la plus modeste et la plus logique que je trouve moi en tant que citoyen, c'est de faire appel à tous les Algériens sans exception et qu'on arrête l'exclusion. Restez avec nous, docteur. Oui. Le docteur, parce qu'on est un peu limité avec le temps, comme ça on donnera un peu de temps pour les autres invités. Restez avec nous, docteur Mohamed Belhadj. Issa Rahmoun, la question qui a été posée aussi par le docteur Mohamed Belhadj, c'est que les Algériens doivent reprendre leur pays en main. Le Hirak était clair, était un message très clair donc, aux décideurs du régime, qu'il fallait tourner la page du système, qu'il fallait tourner la page de ces politiques qui ont commencé depuis 1962. Malheureusement, ce message n'a pas été écouté par les tenants du pouvoir. Maître Issa Rahmoun. La preuve, c'est qu'on est en train de continuer à gérer l'Algérie de la même manière, même pire, puisqu'on est à la porte de cette élection présidentielle. Mais aussi, il y a par exemple, on agite l'épouvantail de la menace qui pèse sur notre pays, démantèlement d'un réseau d'espionnage constitué d'Algériens et de Marocains, selon le parquet de Tlemcen. À quelques jours de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Issa Rahmoun? Oui, effectivement, mais il s'agit d'une vieille chanson, cher ami Nassar. Mais avant, permettez-moi, avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir à ce qu'a exprimé mon ami Jamal. Et là, je me souviens de la thèse de Mouloud Hamrouch, sa thèse de magistère en sciences politiques. Le phénomène militaire en Afrique noire. Et je n'indexe pas par la couleur, mais c'est l'intitulé de la thèse. Mais quand on prend cette thèse et on va la calquer sur l'Algérie, ça s'applique d'une manière incroyable. Et pour résumer, une petite conclusion pour ne pas traduire, parce que je risque de trahir aussi, c'est que les régimes, ce qu'a expliqué Mouloud Hamrouch dans sa thèse, c'est que les régimes de l'Afrique noire ont fait des officiers qui sont venus des villages très lointains de l'Afrique, dépourvus de tout accès à l'école, à l'industrie, au transport, à l'économie, au monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, etc. Ils ont fait d'eux des officiers de l'armée, de la police, des renseignements généraux, des services secrets. Ils les ont instruits contre les citadins. Et ça a créé ce conflit entre le monde rural et le monde citadin, à tel point que le conflit il est resté à ce niveau et les pays n'avancent pas. Donc, si on essaie de transposer ce schéma, le Dzaïr, l'Andna, le Bled, on va trouver à peu près les mêmes indices de cette culture archaïque de la gestion de l'élite sociale, politique, militaire, économique, etc., etc. D'ailleurs, pour répondre à ta question, et là je sans transition, Mouloud Hamrouch avait dit que même si je vais être président de la République, je ne pourrai rien faire avec ce système actuel. Mouloud Hamrouch avait dit aussi, et puis là on parle d'un enfant du système. C'est quelqu'un qui a vécu en tant que cadet de la Révolution. Il était Premier ministre, chef protocole à plusieurs reprises.
il a fréquenté le système de l'intérieur et de l'extérieur, parce qu'il a eu la chance aussi de connaître des responsables politiques tels que Hussein Ahmed et Abdelhamid Mahdi Rabbi Yarhamhum. Et dans cette configuration, aujourd'hui, personne ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que, d'une part, si on parle d'une analyse, et là c'est l'école pratiquement de gauche qui parle, toutes les analyses doivent avoir comme départ la conjoncture internationale, la conjoncture régionale, la conjoncture nationale. Aujourd'hui, posons-nous la question, qui représente le danger pour l'État algérien, pour les institutions, pour les frontières, pour la cohésion, pour la souveraineté nationale? Ce n'est pas les opposants, ce n'est pas la diaspora, ce n'est pas le Maghrébia, ce n'est pas la société civile, ce n'est pas les syndicalistes, ce n'est pas les partis d'opposition, ce n'est pas Fatih al-Ras, ce n'est aujourd'hui le seul danger pour les institutions, la cohésion et la souveraineté nationale, l'État-nation, c'est le régime en place. C'est le régime en place. Ils ont compris qu'il y a un éveil citoyen, qu'il y a un éveil populaire, qui a envie d'exercer la citoyenneté, justement, envie de vivre en paix, en démocratie. Il faut fermer cette parenthèse, comme ils l'ont fait au long des événements d'octobre 88. Donc, arrêtons. Sur les réseaux sociaux, vous voyez comment les Algériens tournent en risée, tournent en humour cette campagne électorale. Cette campagne électorale qui n'est pas un gage de la souveraineté, qui n'est pas un gage de l'expression sociétale, populaire, démocratique pour la construction de l'État d'Allah. Très bien. Restez avec nous, maître Issa Rahmoun. Nourdine Aoussat, la question est à vous, mais avant de vous donner la parole, puisque Issa Rahmoun a parlé de l'éveil populaire, bien sûr, il parlait peut-être du Hirak de 2019. On va regarder cette vidéo rassemblement donc devant la grande poste à Alger en faveur de la candidature d'Al-Majid Tebboune. Une symbolique, vous allez me dire. On va regarder ces images. Peut-on faire le parallèle alors qu'en 2019, c'était ce symbole, la grande poste, cet endroit, c'était le symbole de ce réveil populaire. 5 ans après le mouvement du Hirak qui appelait à plus de démocratie, pourquoi la vie politique algérienne est-elle toujours si verrouillée? La question est posée à vous, Nourdine. Parce que, tout simplement et directement, parce que nous sommes arrivés depuis maintenant 2019 au régime, je dis bien au régime le plus bête du monde. Hein, vous savez, cette expression est celle de Guy Mollet de 1957 disant « la droite la plus bête du monde ». Nous sommes arrivés au régime le plus bête du monde. Et effectivement, parce qu'il avait devant lui une occasion avec le Hirak pour faire sa mue, pour faire sa transition et changer et laisser tomber tous les boulets, toutes les casseroles qu'il traînait depuis 62. N'oublions pas, Sénassar, que cette année 2024, dans 2 mois, nous serons le 1er novembre 2024. Ça fera 70 ans. Et 70 ans, ce sont, d'après les historiens, c'est le moment où il y a le changement radical. Donc les Algériens ont dit le 1er novembre 54, un changement radical par rapport à la nuit coloniale. Et il est temps
que les Algériens disent c'est fini pour la nuit du régime, du système politique répressif. Sinasar, à plusieurs reprises, Issa Rahmouni avait parlé de vieilles chansons. C'est plus qu'une chanson, c'est une constante du régime. J'ai brandi combien de fois ce livre, L'Algérie face à la catastrophe suspendue. C'est la thèse de doctorat d'un politiste. C'est le dernier des politistes qui ont fait une thèse de doctorat sur le régime et le système politique algérien. Cet homme dit qu'il y a deux constantes dans ce système politique. La promesse de prospérité et de développement. Depuis 62, on annonce aux Algériens de la prospérité et du développement qui ne vient jamais. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, qu'on a les hydrocarbures. Sans cela, je ne sais pas quelle catastrophe sociale, quelle catastrophe économique surviendrait dans notre pays. La deuxième constante, c'est l'annonce ou bien la mise en garde contre la catastrophe, contre le danger qui guette l'Algérie. On nous annonce cela depuis l'indépendance. Attention, 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 attention. Sauf que l'adage dit, à trop crier au loup, on finit par ne plus y croire. Aujourd'hui, les Algériens se moquent, ils rient vraiment. Ils ont tout le droit et toute raison de rire quand le pouvoir parle de danger, que ce soit le complot contre le deuxième mandat de Tebboune qui fait rire, que les espions qui font rire, les rentrées d'armes qui font rire. On rit à chaque fois que ce pouvoir déploie tous ses moyens, toute sa propagande pour nous faire peur d'un danger qui vient d'ici ou de là. Ça ne fait plus rien. Pourquoi? Parce que à force d'annoncer une chose qui ne se produit pas, on finit par ne plus prévoir quand elle arrive. Aujourd'hui, apparemment, et il y a toutes les raisons de croire, il y a danger au sud de l'Algérie et il y a aussi danger à Alger. C'est ce système, et je rejoins totalement ce que disait Issa Rahmoun, le plus grand danger, la plus grande catastrophe vient de ce pouvoir. Et les Algériens doivent aujourd'hui prendre conscience, puisque on parle de perspectives. Les perspectives, c'est que pas de participation à des élections burlesques, à des élections où les candidats rient de nous. Vous vous imaginez qu'Abdelmajid Tebboune annonce l'autosuffisance en blé, orge et maïs pour 2025? Ça va pas, non? Il se moque de qui? De qui se moque Abdelmajid Tebboune pour annoncer cela? Ça ne pourra pas se produire même en 2035, même si on double chaque année les moyens en superficie et en moyens financiers. Nous ne pourrons pas arriver à l'autosuffisance dans les céréales en 2035. Et lui, il l'annonce pour 2025, il se moque de nous. Il nous parle de l'autosuffisance en huile de table. Nous produisons 1 litre d'huile de table 100% algérienne et le 99% sont importés, ne serait-ce en matière première. Et il nous parle d'autosuffisance, mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Il faut faire attention. Le peuple, à force de ne pas être respecté, à force d'être méprisé, il finit par prendre conscience qu'il n'a plus de gens responsables, et c'était depuis longtemps le cas à sa tête. Il faudra résister, et viendra le jour où les choses vont changer. Mais, excusez-moi, pas avant que nous, pour ne pas être dans le populisme et le binaire, si on a le pouvoir le plus bête, le régime le plus bête du monde, ne soyons pas nous les opposants les plus bêtes au monde. Donc dialoguons, faisons confiance les uns aux autres, gardons chacun son idéologie, chacun son orientation politique, mais respectons-nous et discutons et dialoguons pour dégager l'essentiel de ce sur quoi nous bâtirons l'Algérie qui sera l'Algérie véritable de demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, professeur Nordin Awsat. Jamaldin Benchenouf, il ne me reste pas beaucoup de temps. On va montrer, puisqu'on a montré donc cette vidéo de la Grande Poste, un rassemblement en faveur de la candidature d'Abdelmajid Tebboune. Est-ce que ce rassemblement est symbolique?
par rapport donc à ce qu'on a vécu. Avec une dizaine de personnes. Absolument. On va regarder ces images de 2019, le 8 mars, pendant le Hirak, le vrai Hirak. Jamal Din Ben Chenouf. Pardon, Nasser, mais vous avez choisi une très très mauvaise image. Pour faire nos amis de la régie. Nos amis de la régie ont passé une image où on voit quelques centaines. Mais il y a des images du Hirak, la Grande Poste, où on voyait des dizaines de milliers. Toutes les rues adjacentes étaient pleines. Je ne parle pas de la place. Enfin, alors d'abord, pour ce qui est d'Al Magharibia, je vais essayer d'être très rapide. Pour ce qui est d'Al Magharibia, moi j'ai senti dans votre communiqué comme de la réserve, comme de la prudence. J'imagine qu'il y a des choses qui pèsent sur le Magharibia. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être dites, notamment la menace. Attention, n'allez pas trop loin, ne dites pas des choses qui peuvent choquer ici et là, parce que vous pourriez ne plus jamais émettre. J'imagine, mais je le prends pour moi. Ce n'est Il y a pas aussi vous le côté juridique les avocats qui sont en train de faire leur travail. Voilà, les avocats qui sont très prudents. Mais moi, je vous dis une chose, c'est le régime algérien qui est derrière. Il n'y a aucun doute. Comme en 2019. Juste avant les élections du même bonhomme, du même candidat. Mais candidat de qui, en fait? Candidat du peuple? Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est pas normal que deux faits aussi majeurs, des actes terroristes, c'est du terrorisme, pour faire taire une voix qui s'exprime en toute démocratie et empêcher les citoyens de ce pays de découvrir la monstrueuse vérité qui se cache derrière cette façade en Potemkin, c'est du terrorisme. Alors, j'aimerais vous dire, mon ami Aïssa, Maître Rahmoun, a évoqué Hamrouche, qui reste un grand intellectuel, M. Hamrouche, qui avait dit, même si je suis président, regardez quelle honnêteté, quelle intégrité intellectuelle. Même si je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses, comme quoi le régime ne peut changer que de l'intérieur, a-t-il dit. Monsieur Hamrouche, même si je suis président, je ne pourrai rien faire. Lui qui a été candidat au présidentiel. Moi, je vais lui dire plus, mon cher Maître Rahmoun, mon cher Aïssa. Même si on importe tous les prix Nobel de la Terre, même si nous importons le gouvernement japonais, nous ne pourrons rien faire. Et je ne suis pas pessimiste. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce régime, plus que détruire, même ce qui a été hérité de la France, quand elle est partie, elle a laissé de très belles villes, de très beaux villages, des routes en parfait état, des chemins de fer qui fonctionnent à la minute, même s'ils étaient modestes, qu'ils étaient surtout destinés à la population européenne. Mais moi, je me rappelle, moi je suis né en 51, je suis de 10 ans plus vieux que notre ami Siawsat, c'est Nordin. Toujours jeune. Oui, enfin, moi je me rappelle de ce pays, comment il était. C'était un pays fabuleux. Alger était vraiment Alger la blanche. Moi, la première fois que je l'avais vu, en 1968, j'avais 17 ans, j'ai été ébloui par la blancheur d'Alger. Mais ce que ce gouvernement a fait, il n'a pas fait que dévaster, que saccager, qu'inverser les proportions, basculer les équilibres. Il a extirpé de ce peuple tout ce qu'il avait de vertueux. Il a fait comme il a promis ça. Nous créerons l'homme nouveau, nous produirons l'homme nouveau. Il a produit l'homme nouveau. Ce que nous devrons faire si jamais il y a une transition, qu'un nouveau système, un nouvel État arrive démocratique, élu par le peuple souverain, ce que nous devrons faire au début, c'est une révolution culturelle. Nous devrons nous retrousser les manches pour reconstruire ce pays. D'abord pour démolir tout ce qui a été
construit de guingois, de travers. Puis nous devrons nous retrousser les manches pour le reconstruire sur des bases solides. C'est ça. Mais surtout, nous devrons imaginer... Ils nous ont ramené des images. J'espère. Nous devrons imaginer un nouveau citoyen. Nous devons réinventer la citoyenneté. Nous devons remettre aux Algériens, leur restituer leur dignité. Et j'en aurai fini. Merci beaucoup. Les images, voilà, heureusement, j'aimerais bien les voir. Tiens, voilà, ça c'était le Hirak. Ça c'était le Hirak. On est arrivé. Pas les 12 personnes qui sont venues soutenir Tebboune. On a dépassé le temps de l'émission, mais comme il nous a fait l'honneur, le docteur Mohamed Belhadj, de venir avec nous ce soir, on va lui laisser le mot de la fin très rapidement, docteur Mohamed Belhadj, 10 secondes, parce que nos amis de la régie ne sont pas contents. Donc 10 secondes. La question, est-ce qu'on peut finir avec un brin d'espoir malgré ce statu quo, malgré une situation qui est difficile pour notre pays, pour notre peuple. Docteur Mohamed Belhadj. Oui, en fait, certainement, c'est l'espoir, et l'espoir existe, donc c'est pour cette raison qu'on est là. Donc il faut le dire, il faut le préciser, il faut encore le réitérer que, comme on dit, l'être humain est mortel, mais un pays n'est jamais mortel, donc c'est clair et net et précis. Donc moi, je garde évidemment espoir, je suis optimiste, parce que l'Algérie, je l'ai dit dans mon live, n'est pas stérile, elle a accouché des hommes et des femmes, bien sûr, très intelligents, et donc par conséquent, je suis très optimiste pour ce pays, puisque il a ses enfants, même s'ils ne parlent pas, même s'ils sont silencieux, mais ils sont là, ils sont réellement aussi conscients du danger, évidemment, mondial, etc. Donc c'est pas la peine que ce pouvoir je dirais corrompu, qui vient à chaque fois où il y a évidemment des élections, il y a pour nous parler de Khalijia, c'est-à-dire la main étrangère, etc. C'est comme s'il y a que l'Algérie qui est visée dans les complots. Non, pas du tout. Nous, on a dépassé, comme il a dit, nos frères et sœurs tout à l'heure. Évidemment, les Algériens, ils sont conscients et que ceci ne passe plus, et ainsi de suite. Et donc, par conséquent, les Algériens aujourd'hui, ils ont besoin de se rassembler, de se parler, justement, comme on est en train de le faire tout de suite. Et effectivement, l'espoir existe. Et moi, je donne un espoir, et je dirais, l'Algérie va rebondir. Je suis sûr et certain que le peuple algérien, il arrivera à vaincre, puisque, comme on dit, la réussite et surtout, plutôt la gloire, évidemment, revient au peuple. Et je suis sûr et certain qu'avec ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, l'espoir existe et nous vaincrons, Inch'Allah. Barakallahu fik, Dr Mohamed Belhadj. Espérons vous voir dans d'autres émissions, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Merci, Dr Mohamed Belhadj, médecin universitaire et enseignant algérien. Vous étiez avec nous depuis le Canada. Merci à notre ami Maître Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la FID. Vous étiez avec nous depuis Paris. Et merci, professeur Nordina Oussat, universitaire, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Et grand merci aussi à notre ami Jamaldine Benchenouf. On lui a fait l'honneur de lui laisser le mot de la fin aujourd'hui. Mais c'est le maître de cette émission, si on peut dire. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. L'Umq va suivre cette émission toujours sur les réseaux sociaux.